La formation, merci mon cher monsieur Delaï. Je suis ravie d'être parmi vous à nouveau. Certains d'entre vous me connaissent. Je suis donc consultant, ami et partenaire avec l'LPFT et président de l'association pour Afrique Santé. Donc je vous inviterai à venir voir tout à l'heure ce que nous faisons. Alors, au niveau de ma présentation, je vais dire en quelques mots qui rappellent sur la notion de projet en formation. Quelle place là, il va y avoir une illustration importante là, donc je passerai rapidement sur certains points. Le projet pédagogique, c'est la cible de l'intervention. Comment l'articuler, l'intégrer théorie et pratique dans ce projet? Quel modèle d'alternance? La place des apprenants dans ce modèle et quelques éléments sur les méthodes pédagogiques. Donc, la notion de concept de projet en formation. Effectivement, de quel projet parle-t-on? On en parle tout à l'heure. Donc, dans une approche systémique, effectivement, on a vu hier, et les tutelles, je dirais, ont été représentées hier. Donc, deux tutelles, le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur, qui aujourd'hui préside au niveau des formations paramédicales. Un contexte, chacun d'entre vous est dans une région géographique, la GG est très grande et très diverse, des wilayas qui ont aussi des particularités, des besoins de population et des postes à pourvoir dans ces wilayas. Donc l'Institut de formation s'inscrit dans ce contexte. Donc chacun de ces instituts a élaboré, ou est en cours d'élaboration, plus ou moins formalisé selon le cas, un projet d'établissement. Alors ce projet d'établissement se fait bien sûr en partenariat avec des ressources universitaires qui sont régionales, plus ou moins importantes selon les régions et les wilayas, et puis bien sûr des structures de santé, des terrains de stage. Donc comment déjà ce projet d'établissement s'inscrit dans ce contexte? Un deuxième élément bien sûr, c'est les projets de filière. Selon les wilayas, selon les instituts, vous retrouverez un certain nombre de filières. Ces filières, effectivement, sont guidées par des projets de formation plus spécifiques à ces filières-là. À l'intérieur, pour chaque filière, pour chaque formation, on va retrouver, pour chaque option, un projet pédagogique qui, lui, va être propre à chaque option. Et puis, le projet des étudiants. Et je crois qu'aujourd'hui, on va intégrer chaque élément qui compose ces différents éléments de projet. Alors, le projet d'établissement de l'Institut, il définit quelles missions. Quelles sont les missions des instituts en fonction des filières de formation, en fonction des structures existantes, en fonction des effectifs que l'on a formés, la gouvernance de cet institut, chaque institut a ses particularités et des modèles de gouvernance, des ressources humaines et des effectifs qui peuvent varier, mais aussi des compétences qui peuvent varier. Des ressources matérielles, en termes d'équipement, de locaux, un système d'information qui peut aussi être plus ou moins déployé, et puis il y a la notion de pilotage. Je crois que quand on parle de projet, on parle de pilote. Il y a un pilote dans l'avion. Quel est le bon management des équipes pédagogiques? Et quelles sont les activités? Certains instituts ont plus ou moins développé de la formation continue. Donc il y a effectivement une dynamique propre à chaque structure de formation, à chaque institut de formation qui recouvre le projet d'établissement. Ce projet d'établissement, il va orienter les projets de filière. Ces projets de filière font à quel métier? Avec quel référentiel et programme? Vous avez là aujourd'hui à intégrer de nouveaux référentiels. Pour quels effectifs de promotion? Et quelles sont les ressources humaines que l'on a à disposition au niveau à la fois des ressources internes, mais aussi des ressources externes au niveau des structures de santé, de l'université? Quels sont les modèles d'alternance qui vont favoriser les apprentissages métiers? Et quelles sont les articulations que l'on va faire entre les différentes filières qui sont à l'intérieur de l'Institut? Tout ça sont des parties, je dirais, des projets qui peuvent orienter, et puis bien sûr, il y a les ressources et les contraintes propres à chaque type de terrain de stage dans lequel le contexte mobile va être propre à chaque option. Et puis, le projet des étudiants. Et je crois qu'aujourd'hui, on va intégrer chaque élément qui compose ces différents éléments de projet. Alors, le projet d'établissement de l'Institut, il définit quelles missions. Quelles sont les missions des instituts en fonction des filières de formation, en fonction des structures existantes, en fonction des effectifs que l'on a formés,
La gouvernance de cet institut, chaque institut a ses particularités et des modèles de gouvernance, des ressources humaines et des effectifs qui peuvent varier, mais aussi des compétences qui peuvent varier. Des ressources matérielles, en termes d'équipement, de locaux, un système d'information qui peut aussi être plus ou moins déployé, et puis il y a la notion de pilotage. Je crois que quand on parle de projet, on parle de pilote. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Quel est le mode de management des équipes pédagogiques? Et quelles sont les activités? Certains instituts ont plus ou moins développé de la formation continue, donc il y a effectivement une dynamique propre à chaque structure de formation, à chaque institut de formation qui recouvre le projet d'établissement. Ce projet d'établissement, il va orienter les projets de filière. Ces projets de filière forment à quel métier? Avec quel référentiel et programme? Vous avez aujourd'hui à intégrer de nouveaux référentiels. Pour quels effectifs de promotion? Et quelles sont les ressources humaines que l'on a à disposition au niveau à la fois des ressources internes, mais aussi des ressources externes, au niveau des structures de santé, de l'université? Quels sont les modèles d'alternance qui vont favoriser les apprentissages métiers? Et quelles sont les articulations que l'on va faire entre les différentes filières qui sont à l'intérieur de l'Institut? Tout ça fait partie, je dirais, des projets qui peuvent orienter, et puis bien sûr, il y a les ressources et les contraintes propres à chaque type de terrain de stage dans lequel le contexte vous permet d'évoluer. Alors, je situerai le projet pédagogique comme un élément pour chaque, pour chaque option qui est déclinée, on va retrouver effectivement un projet pédagogique spécifique. Alors, dans ce projet pédagogique, quels sont les modèles pédagogiques qui vont être privilégiés? Quelles sont les modalités d'alternance qui vont être mises en place? Quelle organisation pédagogique va être mise en place? Quel choix de méthode par le formateur? Comment on va répartir les cours magistraux, les TD, les travaux pratiques, les suivis effectivement, et comment on va utiliser un certain nombre de pratiques, telles que par exemple les technologies d'information et de communication, et quelles sont les modalités de tutorat que l'on met en place pour donc tout ça compose le projet pédagogique sur lequel on reviendra un petit peu plus important. Alors, le projet des étudiants, lui, quel est-il? Je crois qu'aujourd'hui, chaque étudiant a son projet. Il a choisi sa filière. Selon ses résultats, il n'a peut-être pas tout à fait choisi ce qu'il voulait au départ. Il a peut-être été limité par les contraintes de ses résultats. Quelles sont ses motivations? Quel est son niveau, ses prérequis, selon qu'il a déjà effectivement, selon le baccalauréat qu'il a fait? Mais aussi, quelles sont ses représentations de la profession qu'il a et comment, effectivement, il va évoluer en fonction de son profil d'apprentissage aussi. Et on sait combien, effectivement, les profils d'étudiants peuvent varier, il y a une certaine hétérogénéité dans les promotions d'étudiants. Le projet pédagogique, en fait, si on reprend un petit peu, si on cible le projet pédagogique, je dirais que c'est un document explicite qui montre un petit peu la mise en musique de la formation. Alors je vais, si vous voulez bien, faire une parallèle avec, bien que je ne sois pas musicienne hors pair, mais je dirais que à partir de l'écriture d'une partition musicale, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Donc aujourd'hui, vous avez tous en main un programme officiel. Ce programme officiel, je ne m'attends pas, vous avez chacun une façon de le mettre en place, qui sont liés à un certain nombre de paramètres que l'on vient d'énumérer. Donc je dirais que le projet pédagogique, il définit les choix d'interprétation d'une équipe pédagogique et le tempo avec lequel vous allez interpréter la partition. Alors de façon plus sérieuse, je dirais en citant Millet que, alors, utilise le terme de curriculum, et dans certaines littératures, vous retrouverez, notamment nos collègues canadiens, ils utilisent beaucoup le terme de curriculum, qu'on peut décliner, je dirais, bien que certaines puristes vont trouver des modifications, mais des différences. Et on retrouve un peu cette définition, c'est dans la conception de l'organisation, la façon de programmer les activités selon le parcours éducatif, qui regroupe l'énoncé des finalités, des contenus d'activité et des marques d'apprentissage, ainsi que les modalités moyennes d'évaluation des acquis des élèves. Sa conception se fait l'écho d'un projet d'école, et là on retrouve la notion de projet d'établissement, reflétant un projet de société. Quel étudiant vous formez? Quel futur professionnel en vous formez? Pour qui, pourquoi? Alors, il est d'abord centré sur l'étudiant. C'est d'abord l'étudiant qui est au cœur du projet. Pour leur permettre d'acquérir des savoirs, alors quand je dis savoir, c'est autant des savoirs théoriques que pratiques, et je ne fais pas de dichotomie
mais je les relis en permanence, pour apprendre à observer, connaître, soigner les personnes malades ou handicapées, dispenser des soins de qualité, travailler en équipe, etc. Donc développer en fait des compétences métiers. Alors, chef d'orchestre, qui sont les musiciens? Quelles sont leurs compétences? Quels sont les instruments? Je crois que là, le directeur des études, il a un rôle particulier à jouer pour faire jouer tout le monde d'accord, et bien sûr, les chefs d'option vont avoir effectivement, dans un orchestre, il y a effectivement le cœur des trompettes, donc il y a chaque groupe d'orchestre qui va avoir, je dirais, un rôle à jouer dans une partition à jouer. Donc chacun va avoir des rôles à jouer, et le PEPM, effectivement, va avoir un rôle particulier, mais il va devenir aussi en lien avec les universitaires, les intervenants professionnels, les tuteurs de stage, qui sont aussi articulés avec... Alors, et la façon dont on a vu tout à l'heure déjà cette articulation, on a parlé de partenariat, plusieurs termes ont été utilisés pour voir comment, effectivement, ces deux lieux de formation qui sont l'institut et les terrains de stage se travaillent ensemble. Alors, moi je dirais comment passer de l'alternance juxtapositive, et là je cite les modèles Maglev au niveau effectivement de l'alternance. Dans ce modèle-là, on a d'un côté un institut avec des logiques de savoir, on pourrait qualifier de théorique, et puis de l'autre côté des terrains de stage qui sont plus des lieux de production de soins. Et l'étudiant il est là entre les deux, en passant de l'un à l'autre, sans qu'il y ait forcément de lien évident entre les deux lieux de formation. Donc dans ce modèle-là, qui, on le sait, existe aujourd'hui, peut-être encore trop, mais qui effectivement est une réalité, l'étudiant il a quelquefois tendance à opposer ou à avoir du mal à articuler ces deux lieux de formation si on n'y est pas. Et donc c'est un petit peu un modèle dont on souhaite effectivement évoluer. L'idée c'est de passer de l'alternance juxtapositive vers l'alternance articulation. Et dans ce modèle d'alternance articulation, on voit qu'il y a un certain nombre de moyens qui sont mis en place pour coordonner les activités entre ces deux lieux de formation. Et du coup, l'étudiant va être accompagné dans sa façon de relier ces deux lieux de formation. Alors, ces modalités de coordination peuvent varier. Ça peut être, bien sûr, et ce matin, on a eu quelques exemples à travers ce qui a été donné, une organisation concertée, d'avoir des réunions de travail communes, de pouvoir faire des visites, un certain nombre de travaux, des évaluations faites en commun. Donc l'étudiant, lui, qui repère cette complémentarité, va en trouver beaucoup de bénéfices. Et du coup, il n'aura pas tendance à opposer ces deux lieux de formation, mais au contraire, à trouver dans chacun des lieux de formation ce qui va l'aider à construire son identité professionnelle, et ça, on va donner un petit peu quelques perspectives, d'aller vers une alternance intégrative, c'est-à-dire vers une alternance où le projet de formation, le projet pédagogique est fait en coordination, en coopération entre l'institut de formation, où bien sûr c'est le lieu des apprentissages fondamentaux, mais aussi au niveau des terrains de stage, où grâce au tutorat, l'étudiant va pouvoir faire des apprentissages par l'expérience clinique, qui va lui permettre de construire ses compétences professionnelles. Et donc on voit bien que d'aller vers ce modèle d'alternance va être quelque chose qui va largement permettre aux étudiants d'approcher, je dirais, son processus de professionnalisation. Et des savoirs qui lui sont proposés, alors de façon plus dominante à l'Institut, va pouvoir comprendre et pouvoir, grâce aux situations vécues en stage, agir ses compétences pour pouvoir, effectivement, grâce au travail d'analyse pratique qui lui permet de prendre du recul sur ses expériences, pouvoir transférer ses apprentissages et de stage en stage, de construire ses compétences professionnelles. Le modèle d'apprentissage dynamique qui est celui de Marcel Lebrun, qui montre qu'effectivement, à partir d'informations, l'étudiant a besoin d'informations pour pouvoir effectivement réaliser ses activités, et que la motivation que l'on va lui donner dans la façon de lui proposer des activités va pouvoir l'inciter à apprendre. Mais que pour que l'étudiant puisse apprendre, il va falloir qu'il produise. Alors qu'il produise sa propre connaissance. Quand l'étudiant fait le contrôle de connaissance, il va produire un résultat qui va montrer son assimilation. Mais lorsqu'il va faire une fiche de travaux pratiques, lorsqu'il va être en stage, il va produire une fiche de travaux pratiques qui va lui permettre
voir comment il a intégré la pratique qu'il a observée en stage. Donc autant d'éléments qui vont lui permettre. Et plus on va favoriser par la pédagogie l'activité de l'étudiant, plus on va le rendre actif dans ses apprentissages, plus il va être en capacité de produire, et du coup, grâce à l'interaction avec ses collègues de promotion, avec les personnels en stage, les soignants en stage, il va pouvoir construire ses compétences professionnelles et pouvoir effectivement faire une boucle de réparation, puisqu'en fait, il va pouvoir construire au fur et à mesure ses apprentissages. Selon les méthodes utilisées, on va favoriser plus ou moins ces apprentissages. Alors, les méthodes transmissibles, je crois qu'on est en train de les balayer, mais l'idée, c'est de voir comment on va utiliser le modèle de méthode transmissible pour parler de pratique professionnelle. Et je crois qu'il est important, là aussi, quand on fait un cours d'anatomie et de physiologie, de se dire, en fait, quel choix on va faire dans l'anatomie et la physiologie, on peut y passer des années dessus pour les apprendre. Donc l'idée c'est de dire quel choix on va faire dans un cours d'anatomie et de physiologie, d'hygiène, etc., pour orienter le contenu qui soit utile et utilisable en fonction, bien sûr, des compétences professionnelles visées, et qui vont faciliter l'acquisition de notions clés. Et là, bien sûr, tous les médias, que ce soit les illustrations, tout ce qui est des exemples, des cas concrets, des images, des vidéos, tous ces éléments qui vont venir en appui au niveau des méthodes transmissibles et qui ont favorisé, je dirais déjà, tout ce qui est de l'ordre de la représentation de la pratique. Je crois qu'il faut qu'avant que l'étudiant soit capable de faire, il faut qu'il soit capable de voir dans son système, mais il faut qu'il soit capable d'imaginer, qu'il soit capable de faire avant de faire. Et donc l'idée, effectivement, c'est de se dire, plus on va lui donner des exemples, plus on va lui permettre de voir, plus il sera capable lui-même de s'imaginer capable de faire. Et donc, là aussi, d'autres méthodes qui ont montré tout à fait leur intérêt, c'est tout ce qui est méthode interrogative. Comment, par le questionnement, comment on va favoriser l'assimilation de l'étudiant. Quand l'étudiant pose une question, c'est qu'il a déjà des éléments de réponse et qu'il a besoin de clarifier des points pour consolider sa réponse. Et donc, comment on va favoriser, par des méthodes pédagogiques, le questionnement, mettre l'étudiant en situation de travail, par des micros ou des macros situations de travail, et puis, bien sûr, les méthodes constructivistes et socio-constructivistes qui va permettre effectivement à l'étudiant de construire ses propres savoirs. Je crois que l'étudiant, quand il récite le cours, il n'a pas assimilé. Le jour où il est capable de raconter le cours, comment il a compris, voire de l'expliquer à un collègue, ça veut dire qu'il a assimilé. Et là, il a construit ses propres connaissances, et il va de la même façon construire sur les terrains de stage ses propres compétences. Lorsqu'il va encadrer, par exemple, si c'est une troisième année, une première année, il va être capable de montrer comment déjà il a construit ses compétences professionnelles, et c'est bien en interaction avec les autres qu'il va le faire. Et terminer pour dire qu'en fait, et je prêche un petit peu pour en paroisse comme on dit, les TIC peuvent être un moteur, un facilitateur d'apprentissage, parce que l'étudiant, quand il commence à savoir utiliser les technologies d'information et de communication, il va pouvoir aller chercher de l'information complémentaire à un cours qu'il n'a pas compris. Il va pouvoir chercher des illustrations pour mieux saisir telle ou telle information. Donc je crois que l'apprentissage de l'autonomie se fait grâce à Internet aussi. On va utiliser énormément les médias pendant les cours présentiels pour pouvoir effectivement faciliter la compréhension, l'aide à la transposition et pouvoir, avec certaines vidéos, effectivement, mais aussi par rapport à des situations de stage sur lesquelles on va travailler, aider l'étudiant à construire ses propres savoirs et ses compétences. Et je pense aussi un autre moyen qui va être important, c'est tout ce qui va être la communication et l'interaction avec le formateur ou entre pairs, que ce soit en présentiel ou à distance. L'idée étant de permettre aux étudiants de confronter. Moi j'ai vu tel soin de telle façon, moi je l'ai vu faire de telle autre façon. Alors là on discute en fait. Est-ce que ces deux façons sont incompatibles entre elles? Qu'est-ce qui est les défis? Qu'est-ce qui est intéressant dans cette méthode-là? Et c'est comme ça qu'on va trouver, se dire en fait chacun a raison. Et bon, le contexte étant différent, on va le faire de façon différente. Et c'est comme ça que l'étudiant va construire ses connaissances et ses compétences. Et je vous remercie pour votre attention.